Bonjour et bienvenue à tous dans ce 9e regard croisé organisé par l'association Heart Leadership University. On a le plaisir de vous accueillir ce matin sur un thème Iran, hyperguerre et monde qui vient, du passé au futur probable. Alors il faut d'abord que je vous dise en quelques mots qui est l'association Heart Leadership University. On est une association d'intérêt général à caractère éducatif et scientifique qui a été fondée en 2021 pour faire face à 3 défis. Le dépassement des limites planétaires, l'accroissement des inégalités et l'essor sans limite des intelligences artificielles. Et dans ce paysage du futur, l'association HLU vise à éclairer et à outiller les dirigeants d'entreprise vers un leadership lucide, intuitif et si possible contributif. Nos rencontres au regard croisé, elles visent à mettre en lumière 2 auteurs de livres que nous trouvons passionnants à mettre dans les mains de dirigeants. Ce matin, on a 2 auteurs de livres exceptionnels. Donc je vous remercie d'être là, Jean-Michel et Blaise, pour favoriser des échanges sur un thème assez brûlant. Donc on s'est dit comment on peut, à partir d'une actualité brûlante, la guerre au Moyen-Orient, en faire une réflexion et prendre du recul et en même temps se projeter dans le futur. Ça peut paraître contradictoire de dire prendre du recul et de l'analyse et en même temps se projeter dans le futur. Eh bien, on va essayer de faire les 2. Alors, en quelques mots, Jean-Michel, à ma droite, tu es prospectiviste, tu es spécialiste en prospective stratégique, cofondateur de The Red Team Analysis Society. Et aussi, bien sûr, tu as écrit un livre, plusieurs, mais tu as écrit Hyperguerre. Hyperguerre, comment l'IA révolutionne la guerre, qui est un livre excellent donc à lire, et qui est de plus lauréat de notre prix du livre édition 2025. Ici, nous avons aussi Blaise. Blaise Mao, tu es rédacteur en chef de Ouzbek Erika et tu es aussi un grand fan de prospective depuis fort longtemps puisque Ouzbek Erika a aussi des activités de prospective. Et au-delà de ça, je pense, on peut le dire, un amoureux des lettres. Aussi. Alors, merci à tous 2 d'être là pour à la fois éclairer le présent et aussi se projeter dans le ou les futurs probables ou souhaitables. Donc, dans ce contexte de guerre intense ou qui s'intensifie, et dans un contexte de grande incertitude, il nous a semblé que prendre le temps de lire et de réfléchir, paradoxalement, plus c'est urgent, plus il faut prendre le temps de réfléchir. Alors tout ce qui va se dire après, je le fais rarement, mais on va le faire ce matin, je mets ce qu'on appelle un disclaimer. HLU est association d'intérêt général apolitique et apartisane. Donc tant ce que je dis que ce qui va être dit ne vise pas à une quelconque position politique, puisqu'on va tourner autour de sujets qui peuvent avoir trait à la guerre. Donc je préfère, ça va mieux en le disant. Et donc, pour éviter de tomber dans des ornières trop faciles, on va prendre de la perspective historique et on va commencer par aborder le sujet de la guerre et de l'hyperguerre par des références historiques de livres. Un premier livre excellent, De la guerre, du général von Clausewitz, 1832. Et pourquoi particulièrement c'est intéressant de revisiter cet ouvrage ce matin, c'est parce que dedans, il y a 2 extraits que je voudrais vous partager, qui vont éclairer notre discussion. Le premier, c'est la notion de brouillard de guerre. Bien souvent, quand la guerre est en train de se dérouler, on a l'impression d'être dans un brouillard très épais. On n'y voit pas bien, pas loin, on ne comprend pas ce qui se passe, on ne comprend pas la stratégie de l'adversaire. Clausewitz a décrit cette notion de brouillard de guerre par un passage très célèbre que je vous lis. Une difficulté toute caractéristique de la guerre est la grande incertitude qui frappe toutes les données. L'action a toujours lieu dans une certaine pénombre, un brouillard, où le clair de lune peuvent donner aux choses une dimension exagérée ou une apparence grotesque. Ce que la pénombre soustrait à une vision claire, c'est au talent qu'il incombe de le deviner, sauf à miser sur la chance. C'est intéressant parce que ça veut dire qu'on a besoin de décrypter, on a besoin d'expertise pour comprendre ce qui se passe, et on a besoin de lucidité, là encore, d'un meilleur éclairage sur les réalités de la guerre ou des guerres qui viennent. Donc, pour éclairer ce brouillard de guerre et pour distinguer justement beaucoup plus finement ce qui est en train de se passer ou ce qui pourrait se passer, un autre concept très connu de Clausewitz, c'est celui de la montée aux extrêmes. Je pense qu'en disant le nom, vous comprenez un peu ce qu'on peut imaginer en partant de la situation présente. Ce qu'il dit est intéressant, hein, donc c'est un concept dans l'étude de la guerre, mais il y a un petit extrait aussi qui nous dit quand même les probabilités de la vie réelle se substituent à l'extrémisme et à l'absoluité du concept. Bon, la phrase est un peu lourde, mais il y en a un petit passage derrière qui est plus clair. C'est de cette manière que l'action militaire dans son ensemble est exonérée de la rigoureuse loi de la montée des forces aux extrêmes. À partir du moment où l'extrême n'est plus ni redouté ni recherché,
C'est au jugement qu'il incombe de déterminer les limites de l'effort requis, au sens effort de guerre. Bon. Donc ces deux passages, je pense, sont intéressants puisqu'ils nous permettent d'avoir une paire de lunettes assez précises sur ce qui est en train de se passer et qu'on va s'appeler à décrypter. Et puis pourquoi on vous a invités tous deux, à partir de la notion de guerre au Moyen-Orient et de son déclenchement en Iran il y a quelques semaines, c'est parce que, Blaise, tu as écrit les nouvelles lettres persanes. Ça nous a amené à se dire, mais au fond, les lettres persanes, ça nous disait déjà quoi? Alors, les lettres persanes, Montesquieu, bien sûr, si on les rouvre un court instant aussi, ont été diffusées en 1721, de manière anonyme, par Montesquieu. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un roman épistolaire, c'est un ensemble de lettres écrites par deux Perses, ouzbeks, Erika, dans un voyage fictif à travers les pays occidentaux. C'est assez génial ce qu'on trouve dans les lettres persanes, parce qu'on y trouve énormément de thèmes qui résonnent avec ce qu'on perçoit aujourd'hui. Des thèmes sur l'organisation différente des pouvoirs, au Moyen-Orient et en Europe de l'Ouest, des thèmes sur la soumission, des thèmes sur les outils du pouvoir et les acteurs du pouvoir, des thèmes sur l'humanisme, bien sûr. Alors, on ne va pas tout lire. Je vous lis juste un extrait de la lettre ouzbek, numéro 54. Tous les peuples d'Europe ne sont pas également soumis à leur prince. Par exemple, l'humeur impatiente des Anglois ne laisse guère à leur roi le temps d'appesantir son autorité. La soumission et l'obéissance sont les vertus dont ils se piquent le moins. Ils disent là-dessus des choses bien extraordinaires. Mais si un prince, bien loin de faire vivre ses sujets heureux, veut les accabler et les détruire, le fondement de l'obéissance cesse. Rien ne les lie, rien ne les attache à lui, et ils rentrent dans leur liberté naturelle. Bon, c'est un joli extrait, il y en a tellement. On en parlait avec Blaise à l'instant. Donc, c'est vraiment quelque chose à relire ou à lire, si on ne l'a jamais lu. Alors, maintenant que j'ai fait cette petite introduction livresque, on va rentrer dans le vif du sujet avec vous deux, avec ces deux ouvrages du jour. Jean-Michel, donc tu as écrit Hyperguerre, comment l'IA révolutionne la guerre, livre qui est paru en 2025. Et Blaise, tu as coordonné cet ouvrage, Les Nouvelles Lettres Persanes, qui lui est sorti en 2023. Et volontairement, on a pris deux livres qui sont sortis pas la même année. Parce que justement, déjà, on a un kaléidoscope de perception sur le présent et sur le futur. Je vais donc vous demander, autant que possible, à travers cette discussion, d'éclairer les tensions entre un futur probable, à partir de ce qu'on en voit et des tendances lourdes, et un futur souhaitable. On se sent éventuellement un peu en ciseaux en ce moment entre le futur probable et un futur que nous, on qualifierait de souhaitable, chacun ayant sa définition du souhaitable, d'ailleurs. Bon. Alors, pour nourrir cette discussion, on va aller en trois temps. Un premier temps, je ne vais pas vous demander de parler du fond de la guerre, d'abord. Je vais vous demander de parler de votre goût pour l'acte d'écrire. Pourquoi, vous deux, vous avez écrit un livre? Pourquoi vous avez pris la plume? Sous quelle forme? Pour écrire un essai? Pour écrire une compilation de lettres? Un roman épistolaire? Donc, pourquoi et pour qui et pour quoi faire? C'est ma première question à tous deux. Jean-Michel, pourquoi tu as écrit un livre? Alors, merci Hélène. En fait, alors je vais me défausser en citant Stephen King, qui avait écrit un remarquable bouquin sur justement l'acte d'écrire, disant mais moi je ne suis que l'auteur, c'est le livre qui exige d'être écrit. Et en fait, si je suis sincère, je pourrais dire voilà, je trouve que c'est très important de mener une réflexion sur la militarisation de l'intelligence artificielle et que l'intelligence artificielle militarisée a des effets en retour sur le civil, etc. C'est tout à fait exact. Mais la réalité, c'est qu'à un moment donné, il y a un livre qui monte en soi et qui exige d'être écrit et qui ne vous fichera jamais la paix tant qu'il n'aura pas été écrit. C'est une horreur, c'est une monstruosité. Et je tiens à ajouter que, bien qu'ayant publié 8 bouquins, ayant rédigé une thèse et pas loin de 200 articles, je déteste écrire. Et donc tu dis ce livre s'est imposé à toi, et pour autant quand même quand tu l'as écrit, il y avait peut-être un pourquoi faire et pour qui aussi. C'est-à-dire que tu souhaites l'adresser à qui? Je souhaite l'adresser au grand public. Et parce que, en fait, ce sujet de la militarisation de l'intelligence artificielle, j'ai quand même déjà écrit sur des gros sujets, notamment la géopolitique du changement climatique, la compétition pour les ressources naturelles. Blaise a été un des premiers à m'interviewer sur un de mes bouquins, et je l'en remercie très vivement.
mais en écrivant ce bouquin, j'ai été pris du même vertige que lors de mon premier bouquin sur le changement climatique. C'est-à-dire qu'en fait, on est face à une singularité, c'est-à-dire face à quelque chose qui n'a jamais eu lieu dans l'histoire humaine ou l'histoire biologique de notre planète. Et il y a une onde technologique totalement neuve qui est en train de se diffuser et qui se diffuse beaucoup plus vite qu'on a le temps d'y réfléchir. Et en fait, moi, je voulais croiser la réflexion sur la guerre et sur cette technologie transformatrice et cette transformation par la technologie qui est en cours. Merci beaucoup. On va revenir sur les facettes de la guerre et son côté hyper-guerre dans un instant. Blaise, même question. Pourquoi un livre? Et pourquoi ce livre? Et pour qui? Alors, ce livre, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est moi qui l'ai coordonné. Mais c'est un livre qui a été écrit en fait par plusieurs dizaines de personnes, d'invités, puisque c'est un ouvrage collectif. Moi, j'ai l'habitude de dire que j'écris déjà beaucoup, tous les 3 mois, dans une revue trimestrielle qui s'appelle Futur, sur le site d'Uzbek Erika. Donc, on va dire, en tant que journaliste, j'écris déjà beaucoup et j'ai pas le temps d'écrire des livres. Donc, je les coordonne. Non, je rigole, mais le besoin, c'était d'abord qu'on a fait un numéro pour les 300 ans de la publication des lettres persanes en 2021, donc 1721 les lettres persanes. 2021, on avait fait un numéro spécial sur qu'est-ce que les Lumières ont encore à nous dire, encore à nous apprendre, comment dépoussiérer aussi un peu leurs pensées et en quoi ils avaient quand même une boussole, même pour notre époque et nos temps un peu obscurs du présent. Et de ce numéro spécial est venue l'idée de faire un livre où là, on ferait moins un travail journalistique, mais plus un travail d'édition, en invitant des personnalités à écrire à des personnages réels ou fictifs, ou à des objets, ou à des entités vivantes de leur choix, une lettre. Donc on a gardé la mécanique épistolaire, mais c'est plus un essai épistolaire qu'un roman épistolaire, parce qu'on a des lettres sur des sujets très, très, très différents. Mais la priorité, c'était d'être fidèle à l'héritage de Montesquieu, qui est celui qui nous guide depuis 15 ans chez Uzbek Erika, c'est-à-dire l'étonnement philosophique. Porter un regard neuf et étonné sur le monde. Montesquieu, quand il écrit Les Lettres persanes, il a 32 ans. 32 ans. Il faut voir le niveau de maturité et la vision du monde déjà qu'il a à cet âge-là. Et c'est un livre qui est d'abord sur la diversité des regards. Il utilise des personnages qui en quelque sorte prennent des masques pour parler de ce qu'ils découvrent en Europe et notamment en France et de leur étonnement. Et ça lui permet, ces masques, de porter un regard ultra acéré, ultra critique, ultra drôle. Les Lettres persanes, c'est d'abord... On a un mauvais souvenir en général, parce que ça rappelle le collège, le lycée, on avait autre chose à faire à ce moment-là que de lire les devoirs pour la disserte de lundi. Mais en fait, comme quand on le relit, moi je l'ai relu pour le numéro spécial, c'est un livre qui est marqué par une ironie incroyable et avec une vraie puissance moderne. Donc l'idée, c'était aussi de rebondir sur cet anniversaire, ce tricentenaire de la publication, et de proposer un livre sur la diversité des regards et un livre qui assume la nuance et qui assume la complexité. Montesquieu est toujours au-dessus de la mêlée. Voltaire est dans la mêlée, il est dans le combat. Montesquieu est au-dessus de la mêlée. Il voit plus loin, il voit plus grand. Eh bien, que dire de mieux pour introduire ma deuxième question, après cette introduction sur vos livres, de remettre ces ouvrages dans ce qu'on peut appeler la grande histoire, c'est-à-dire dans le fil de l'histoire, le passé, le présent, les futurs probables. J'aimerais bien vous entendre tous les deux sur à la fois les invariants de l'histoire et comment ça fait écho aujourd'hui dans ce qu'on voit, c'est-à-dire des nouveaux affrontements entre pays, entre blocs, entre acteurs économiques, avec en toile de fond des enjeux de ressources, d'accès aux ressources, des questions démographiques, des questions idéologiques. Enfin, en soi, les affrontements ou la guerre, ce n'est pas forcément nouveau. Le fait que peut-être on voit une remontée en puissance de certains empires ou des mêmes empires qu'avant d'ailleurs. Enfin, voilà, les grands empires qui étaient là sont toujours là, notamment sur toute la plaque eurasiatique. Bon. Donc ça, c'est un peu les invariants. Et pour autant, il y a aussi les grands changements, ce qui fait que le moment qu'on vit est du jamais vu. Ce que tu disais, Jean-Michel, notamment en quoi les AI superpowers, les super pouvoirs de l'IA dans les deux sens du terme, c'est-à-dire le super pouvoir technologique et les super puissances au sens État et géant de l'IA, font quelque chose de radicalement nouveau dans cette guerre,
une guerre multifacette dans laquelle, tu l'as dit, il y a une refusion du militaire et de l'économique, en tout cas une percolation différente, et une hyper-guerre militaire, économique, cognitive, avec des armes jamais vues. Bon, donc si vous pouvez l'un et l'autre commenter, là encore, les invariants de la guerre et ce qui est très spécifique à la période qu'on vit et en quoi ça conditionne peut-être différemment le futur. Peut-être, Jean-Michel, on peut commencer par ça, qui est sur la base de ton livre, qui est très documenté, très structuré, et donc est facile à lire pour des dirigeants, avec différents chapitres sur l'IA dans la guerre, justement, et l'IA dans la guerre cognitive, et l'IA dans ses implications pour nos économies et pour l'Europe. Est-ce que tu peux nous commenter ça? Qu'est-ce qu'il y a vraiment de si nouveau, tant dans l'art de la guerre que dans ses conséquences probables? Alors, d'abord les invariants, ce que tu évoquais en citant Clausewitz. L'invariant de la guerre, c'est d'où vient la guerre. La guerre, Clausewitz le dit merveilleusement bien, la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Alors souvent, il y a un malentendu par rapport à cette formule, parce que souvent les gens l'interprètent en fonction de leur catégorie. Certains vont entendre, alors si la politique, c'est la continuation de la guerre par d'autres moyens, ça veut dire c'est l'État qui fait la guerre, ou c'est la tribu qui fait la guerre, ou non. La politique, c'est la continuation de la guerre par d'autres moyens, ça veut dire que quelle que soit la forme prise par la société et le pouvoir à un moment donné, la guerre est le prolongement de la décision politique. Que ce soit Gromok avec son bout de bâton il y a 500 000 ans, ou les présidents des grands États contemporains, c'est toujours le même principe, c'est toujours la même dynamique, c'est-à-dire que si on ne parvient pas à résoudre une situation politique que l'on vit comme problématique par des moyens politiques, on va la résoudre en utilisant de la coercition armée, c'est-à-dire on fait la guerre. Okay ? Donc ça, c'est les invariants. Et justement, la révolution de la guerre par les IA, ça donne quoi? Alors, ça nous fait entrer dans... Alors, d'abord, ça nous fait entrer dans des révolutions en chaîne. Alors d'abord, une révolution, j'ai envie de dire, dans la forme de la guerre. Moi, j'entends beaucoup de commentaires et de commentateurs qui parlent, par exemple, de la guerre d'Iran, de la guerre actuelle, donc qui est vraiment menée alors à fond avec les moyens de l'intelligence artificielle, qui ne comprennent visiblement pas la forme de cette guerre. C'est-à-dire que la guerre actuelle, ce n'est pas une guerre menée avec des déploiements de troupes, etc. C'est une guerre à coups de missiles, c'est une guerre à distance. C'est une guerre à distance, menée à coups de missiles et de drones, ça c'est ce qu'on voit, et menée à coups de grandes cyber-offensives, donc on ne voit pas, et avec un nouvel étage que les quelques chercheurs en études stratégiques que nous sommes appelons la guerre cognitive, à défaut de l'appeler autrement, parce que tout ça est hyper récent. La guerre cognitive, c'est l'enchaînement de la militarisation de l'intelligence artificielle générative pour produire des contenus, des deepfakes, avec la militarisation des réseaux sociaux qui permettent donc de balancer les deepfakes en utilisant des bots qui vont multiplier les deepfakes par milliers, par millions en quelques minutes. Tout ça est injecté sur nos téléphones portables, donc il y a là une militarisation de l'addiction collective aux téléphones portables et aux réseaux sociaux. Et pourquoi est-ce que j'emploie le terme addiction ? Parce que les vidéos et les contenus qui sont envoyés sur les téléphones portables, comme chacun sait, quand on les partage, avec certains algorithmes notamment, pouf, on a un petit shoot de dopamine. Donc, évidemment, là, il y a aussi une militarisation des psychismes et des cerveaux. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire humaine. Là, on passe de la guerre de l'information, bien connue, bien documentée, à autre chose. Cette autre chose, il est en cours de théorisation tout en étant déployé massivement.
Là, par exemple, les unités de cyberguerre des gardiens de la Révolution inondent le net d'images de soldats américains qui se rendent, de frappes sur Washington, etc. Et c'est là qu'on est dans un univers très très particulier, c'est-à-dire qu'en ciblant des millions, des centaines de millions d'utilisateurs de réseaux sociaux et de téléphones portables, on cible en fait les opinions publiques. Et donc il y a là une fusion de la guerre et de la politique. C'est très particulier. Par ailleurs, sur la forme même prise par la guerre, c'est-à-dire cette guerre à coups de missiles, à coups de drones, à coups de cyberattaques, eh bien, en fait, elle fonctionne en transformant le théâtre d'opération, à l'intérieur du théâtre d'opération, le champ de bataille, et à l'intérieur du champ de bataille, les personnes concernées, en producteurs de data. Et les data sont récupérés par différents étages de capteurs, terrestres, aériens, spatiaux, électroniques, et traduits sous forme de cibles. Et en fait, donc, les personnes concernées, les combattants, les participants, les responsables politiques, sont transformés en points, et ces points deviennent des cibles qui sont d'ailleurs ciblées à grands coups de missiles et de drones. C'est valable pour les Iraniens, c'est valable pour les Américains, les Israéliens, les différents États du Golfe. Et donc on assiste à une transformation profonde de la forme de la guerre. Et quand, par exemple, dans quasiment la première minute de la guerre d'Iran, le 28 février 2026, eh bien, il y a une frappe américaine qui décapite le gouvernement iranien en tuant 34 membres du gouvernement, dont le chef suprême, Ali Khamenei. On n'a jamais vu ça. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de la guerre. C'est pas plus compliqué que ça. Donc c'est neuf. Merci beaucoup Jean-Michel. Donc ça, on comprend bien par tous ces exemples, effectivement, que la nature de la guerre, sa forme, ses moyens ont changé. Pour les curieux, je vous invite à lire vraiment en profondeur le livre, parce que dedans, on trouve aussi des éléments sur les moyens de cette IA. Bien entendu, pour avoir beaucoup d'IA, il faut beaucoup de data centers, il faut beaucoup d'infrastructures numériques, il faut beaucoup de compétences, il faut beaucoup d'électricité. Enfin, elle ne vient pas sans rien, elle n'est pas du tout artificielle, et donc elle est extrêmement matérielle. Donc cette infrastructure nouvelle, évidemment, elle est critique. Et le dernier point que tu abordes aussi dans cet ouvrage, qui est à découvrir, c'est bien entendu les interfaces dans la guerre économique aussi, c'est-à-dire les types d'attaques qui peuvent viser les économies des pays qui sont dans ces conflits en ce moment, sous une variété de formes assez incroyable. Voilà. Avec tous ces nouveaux outils. Alors, peut-être on va faire un miroir avec Blaise, qui est justement dans les invariants et les nouveautés, par rapport au moment où tu as écrit les lettres persanes en 2023. D'abord, on ne pensait peut-être pas, là, en 2026, être là-dedans. Comment tu revisiterais ce regard sur ce nouveau conflit à partir de ce livre? Tu parlais des Lumières. On pourrait mettre en face le Dark Enlightenment, voilà, courant de pensée qui est plutôt la Renaissance sombre. Voilà. Donc comment tu vois les choses? Alors, merci pour cette question transition, puisqu'en fait, le livre de 2023 a donné lieu à un deuxième livre qui est sorti il y a quelques mois, qui s'appelle « Faut-il interdire les réseaux sociaux aux jeunes ?» toujours dans la collection des nouvelles lettres persanes. Le premier était un livre qui brassait tous les sujets. Ça parlait de religion, ça parlait de sport, ça parlait de militaire. Là, en fait, on s'est dit, faisons les nouvelles lettres persanes, mais sur un sujet spécifique. Et pourquoi ce sujet spécifique? C'est sorti quelques semaines avant qu'il y ait le projet de loi en France d'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, suivant l'exemple de l'Australie. D'autres pays aussi semblent vouloir prendre ce virage-là. On garde toujours 4 auteurs, 4 regards, mais pour montrer qu'un sujet est beaucoup plus complexe que la réponse qu'on est tenté d'y apporter. Tout à l'heure, Jean-Michel parlait de la question de l'addiction, qui, je pense, est centrale et va devenir encore plus prégnante à notre époque. Pour l'instant, on n'a pas le consensus scientifique qui permet de parler d'addiction aux réseaux sociaux. Mais on commence, depuis la semaine dernière, à avoir des décisions juridiques. Vous avez peut-être suivi ce qui s'est passé en Californie envers Meta et Alphabet, la maison mère de Google et YouTube. Il y a eu donc 2 décisions de justice qui ont reconnu des mécanismes d'addiction
non pas liées au contenu qu'hébergent ces plateformes, puisque depuis les années 90 et depuis la loi sur Internet de 96 précisément, ces plateformes ne sont pas responsables juridiquement des contenus qui sont publiés sur leur plateforme. Mais ce qui est intéressant avec cette décision, c'est qu'on reconnaît la responsabilité des algorithmes et la responsabilité du design des plateformes, c'est-à-dire les filtres de beauté, je m'éloigne de la guerre, mais je vais y revenir, les filtres de beauté, le scroll infini, tout ce qui crée la dépendance, qui crée les conditions pour rester pendant des heures sur ces plateformes-là. Donc on a maintenant une priorité qui est de savoir si on peut arriver, à travers la multiplication de ces décisions juridiques, à travers aussi le travail de régulation et la réponse politique qu'on peut apporter au déploiement de ces plateformes, des leviers pour arriver à la question des contenus, et la question des contenus est préoccupante. Tout à l'heure, Jean-Michel parlait de propagande. On n'est plus dans la propagande. Là, je voyais un nouveau mot qui émerge, c'est la slopaganda, donc la propagande via le slop. Donc le slop, vous savez, c'est tous ces contenus IA générés par intelligence artificielle, des vidéos, des photos, parfois bluffants de réalisme, mais souvent un peu absurdes. Vous avez peut-être vu passer ce Jésus crevette, donc c'est un Jésus en forme de moitié Jésus, moitié crevette, qui est devenu un peu l'emblème de ce qu'on appelle le slop. C'est une économie qui est... ça génère aussi un business, une économie pour ceux qui produisent ces contenus-là. Donc la slopaganda, c'est quoi? C'est l'Iran qui diffuse massivement depuis un mois des petites vidéos Lego, avec un Lego Donald Trump perdu dans un labyrinthe, avec des GI Lego américains qui pleurent parce qu'ils ne savent plus comment faire pour s'attaquer à la grandeur de l'Iran. Et c'est objectivement drôle au troisième degré, au second degré, mais si on les interprète au premier, on ne sait plus ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Est-ce que Lego est partenaire de l'Iran? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends plus. Dans un autre registre, on va dire dans un autre camp, il y a eu des vidéos, pareil, bluffantes de réalisme et drôles au moment de la menace d'invasion, d'annexion de l'Alaska, où là, c'était l'armée des ours polaires et l'armée des pingouins qui se dressaient contre l'envahisseur. Et c'était, on est entre la fiction, le dessin animé et la désinformation pure. Et c'était fait là, cette fois, avec des intentions qu'on peut juger peut-être plus bienveillantes selon l'endroit où on habite sur cette planète. Mais on a effectivement basculé dans un autre type de guerre, de chaos. Et puis on peut parler aussi, on parlait de brouillage en introduction, on parlait de guerre cognitive. Nous, on a beaucoup travaillé il y a 2 ans sur les dictateurs du futur, la question du retour en force des autocraties et du recul de la démocratie. On y reviendra peut-être, mais la technique, la stratégie russe pour influencer dans le champ cyber, c'est d'abord la déstabilisation à l'extérieur. C'est pas l'envoi. Alors il y a des cyberattaques ciblées sur des organismes stratégiques, mais il y a surtout un travail qui est effectivement fait autour de la désinformation pour semer le chaos dans les pays dits ennemis. On a beaucoup d'exemples en France, on le sait, il y a eu l'affaire des étoiles de David, dont on pense qu'elles étaient en fait dessinées par des agents de la Russie. Il y a une histoire que je trouve incroyable, qui remonte quelques années. C'était au Texas. Depuis Moscou, en fait, les cyberarmées russes avaient créé des faux groupes Facebook de masculinistes et de féministes, et ça avait abouti à une manifestation dans les rues de Houston, je crois, ou de Dallas, je ne sais plus, qui était en fait totalement pilotée, organisée par des faux comptes, des bots depuis Moscou. Et en fait, ils avaient appelé à une manifestation dans la rue pour protester contre ces méchants woke. Et donc en face, il y avait eu un autre groupe. Et en fait, tout ça a été organisé depuis Moscou, piloté depuis Moscou. Donc on est dans ce brouillage voilà, des sources, et brouillage entre l'intentionnel et l'accidentel. C'est ça que je trouve intéressant. C'est ce paradoxe, la guerre n'a jamais été aussi technique, aussi précise, aussi affûtée, et pourtant la notion de brouillage, elle est d'autant plus importante. Quand il y a une école qui est frappée, on va mettre 1 semaine à démontrer qu'elle a été en fait frappée par lui et non par lui. Et si je peux me permettre, sur les 2 manifs à Houston, j'ai envie de dire, elles n'étaient pas pilotées, elles étaient influencées par Moscou. Oui, bien sûr. Oui, c'était pas du pilotage. Influencées par Moscou, c'est-à-dire qu'ils avaient fait monter les avis, mais finalement les gens au Texas étaient allés dans la rue, bien sûr.
Ce que je vous propose pour notre troisième question, c'est qu'on empile ces réflexions sur la nouvelle forme de la guerre ou les nouvelles formes de la guerre, ces nouveaux outils, les IA, de bout en bout, je veux dire les infrastructures IA, les plateformes, les contenus, etc. Et qu'on empile à cette réflexion une réflexion sur « et alors dans le monde économique ?» C'est-à-dire les entreprises, là, aujourd'hui, en France, en Europe, dans ce monde peu lisible, plein de faux, quelles sont les options stratégiques qu'elles peuvent prendre? Donc, quels sont les scénarios prospectifs? Et donc, Jean-Michel, avec Hélène Lavoie, chez Red Team Analysis, vous produisez énormément de veille. Vous proposez aussi des alertes précoces qui sont indispensables aux entreprises. C'est-à-dire, mieux vaut savoir quand même 2 semaines ou 2 mois avant qu'il y a une probabilité très élevée d'un événement très adverse. Ça donne un petit peu de temps pour se préparer, c'est pas mal. Donc, pour autant, la situation étant très complexe, justement, dessiner des scénarios très probable ou extrêmement probable est devenu difficile. Ayant dit ça, justement, en plein dans cette phase de guerre, on peut quand même anticiper que tant au point de vue des approvisionnements énergétiques en volume et en prix que de la perturbation des chaînes logistiques, que toutes les perturbations habituelles vont s'enchaîner en domino avec des effets très réels sur l'économie d'Europe de l'Ouest. Est-ce que du coup, Jean-Michel, tu pourrais dire, pour un lecteur qui lit ton livre ou qui regarde ces travaux de prospective stratégique, un dirigeant, aujourd'hui, quelle est sa lucidité? Quelles sont les options stratégiques qu'il peut prendre? Quels sont les types d'actions qu'il devrait mettre en place pour être un tant soit peu mieux préparé à ce monde qui vient? Bref, qu'est-ce qu'il peut faire? Voilà. Alors déjà, comme d'ailleurs Hélène Lavoie le rappellerait mieux que moi, l'alerte n'existe que quand le dirigeant s'en empare. Hein? C'est assez fondamental. C'est assez fondamental. Hein. L'alerte n'existe que quand le dirigeant s'en empare. Si le dirigeant est en déni, il n'y a pas d'alerte. C'est aussi simple que ça. Hein. C'est une information qui tombe dans le vide. Fin de l'histoire. Donc, là, les dirigeants d'entreprises européennes, moi, il me semble qu'il est absolument impératif qu'ils se rappellent que nous vivons dans un monde matériel, hein, un monde terriblement matériel. Je me souviens d'une interview de Christophe de Margerie, l'avant-dernier PDG de Total, disant « Mais vous savez, l'électricité ne sort pas du mur ». Mais c'est bien de se le rappeler, hein, c'est bien de se le rappeler parce que moi je trouve extrêmement surprenant qu'une guerre qui est en train d'affecter le Golfe Persique. Le Golfe Persique, c'est normalement en sortait 20% de la production quotidienne de pétrole, mais aussi de gaz, mais aussi d'hélium liquide et une quantité aussi importante d'engrais chimiques. D'accord ? Le Golfe Persique, c'est un des moteurs les plus fondamentaux de l'économie des sociétés contemporaines au sens le plus matériel du terme. Et l'hyperguerre, c'est-à-dire l'articulation de la guerre et de l'intelligence artificielle, comme l'évoquait Hélène, elle est tout sauf immatérielle. Donc moi, ma suggestion aux dirigeants d'entreprises européens, c'est de se poser des questions compliquées très très vite. C'est-à-dire les perturbations dans les chaînes logistiques qui sont induites par la guerre d'Iran et donc la perturbation du Golfe Persique, en quoi est-ce qu'elles vont m'affecter de façon directe ou indirecte? Par exemple, alors évidemment, le secteur des carburants, donc des transports, donc de tout, c'est déjà en train d'être affecté. Mais d'autre part, moi, ce que je vois arriver avec beaucoup d'inquiétude, c'est le croisement de la crise des exportations d'engrais et d'urée, depuis notamment le Qatar, la perturbation des exportations de gaz naturel,
puisque le gaz naturel, c'est l'électricité, c'est la pétrochimie et c'est l'agrochimie, alors qu'on est en pleine période des semis, hein, c'est le printemps. C'est le printemps, donc les agriculteurs, ils plantent les semis et derrière, ils ont besoin d'injecter des engrais chimiques qui ne soient pas trop chers. Par ailleurs, comme Blaise et Hélène le savent, je travaille depuis longtemps sur le changement climatique. Tous les centres de météorologie annoncent le retour d'un événement El Niño cet été qui, contrairement à celui de 2023, qui nous a déjà bien touchés, va être puissant à partir de l'été prochain. Donc on va avoir des systèmes agricoles qui vont être sous la double pression d'engrais qui sont plus chers du fait de la guerre dans le Golfe Persique et des perturbations climatiques à venir. Donc véritablement, moi, je me demanderais comment ces perturbations vont affecter mon activité de façon directe ou indirecte. Voilà, de toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas penser tellement dans la continuité, donc d'envisager ces scénarios et des scénarios contrastés. Donc c'est un travail de prospective, j'en profite pour le citer, qu'on a conduit en 2025, dirigé dans un monde d'IA en 2035, avec 3 scénarios prospectifs volontairement très contrastés et 12 positionnements de dirigeants de PME ou de TI fictifs, par rapport à ces enjeux, c'est-à-dire quelles sont les conséquences de ces scénarios et quel est leur positionnement personnel, ce qui va me permettre de passer la main à Blaise, qui est dans ce monde pas forcément souhaitable, et pour autant on fera avec, voilà, comment un dirigeant d'entreprise, un tant soit peu humaniste, va essayer d'agir ou de se positionner. Voilà. C'est pour ça que j'ai mis un tant soit peu, mais de confronter au réel, comment on fait Qu'est-ce qu'on lit? Comment on décide? J'abonde évidemment aux propos de Jean-Michel. On est dans un monde matériel, on s'en rend compte encore. Alors, cette guerre a notamment révélé la matérialité du numérique et des infrastructures numériques. Première guerre où les data centers deviennent des cibles. On parlait des premières. Alors, la guerre en Ukraine était aussi un laboratoire de ce qui se passe en Iran, mais c'est un autre sujet. Mais là, on voit des data centers d'Amazon frappés par les drones iraniens. Et des réflexions désormais sur où est-ce qu'on peut les enterrer, où est-ce qu'on peut les immerger et où est-ce qu'on peut créer des cellules en béton indestructibles, capitonnées pour éviter que se reproduisent des frappes de data centers. Monde matériel aussi, je lisais hier un article du philosophe Pierre Charbonnier que Jean-Michel doit bien connaître, qui est très intéressant, qui avait écrit un livre important en 2020, je crois, Abondance et liberté, qui parlait bien de ça, qui parlait bien de souvent la dépendance à une ressource, notamment celle qui transite par le détroit d'Ormuz, si vous suivez mon regard, on s'en rend compte quand elle n'est plus là, quand elle disparaît. On est en train peut-être, moi je ne suis pas du tout dans la rhétorique de la bonne guerre, surtout pas, mais c'est peut-être quand même incroyable de se dire que cette guerre déclenchée par Donald Trump, qui est déjà plus longue que ce qui était peut-être prévu au départ, pourrait à terme aboutir à une accélération de la transition écologique, ou en tout cas à une accélération de notre souveraineté énergétique. On a vu les annonces du Premier ministre sur il faut qu'on réduise notre dépendance aux fossiles. Alors, c'est des annonces qui sont faites en urgence, mais là encore, urgence de l'anticipation, et on ne peut corriger et on ne peut agir et faire de la politique ou faire de la prise de décision à l'échelle d'une entreprise que sur ce que l'on comprend. Moi, je suis malheureusement consterné par souvent le niveau de méconnaissance de ces sujets-là, beaucoup moins en entreprise que dans le champ public et politique, mais sur des questions d'IA. J'en discutais tout à l'heure autour d'un café. J'ai interviewé il y a 2 mois un député européen assez engagé sur les questions numériques, technologiques, qui notamment mène la fronde sur les sujets, on va dire, de défense du DMA et des DSA, les 2 grands règlements européens qu'on a pour faire face aux géants du numérique américain. Et aussi, là, il lançait une initiative pour essayer de faire interdire Grok, l'intelligence artificielle d'Elon Musk, sur le territoire européen.
Et il me disait, mais Blaise, vous ne vous rendez pas compte du niveau de connaissances sur les sujets technologiques de mes collègues de Bruxelles, tout parti confondu. Tout parti confondu. Et en fait, le problème est là. On ne peut pas prendre des décisions éclairées sur des sujets qu'on ne comprend pas. Alors nous, c'est pour ça qu'avec Uzbek Ereka, on a travaillé, on parle beaucoup de livres aujourd'hui, donc on a coordonné là aussi et rédigé et mis en page Menace 2035 avec Robert Laffont, donc, qui est une des émanations de l'initiative de la Red Team, c'est le projet Radar, donc en collaboration avec la DGA. C'est un livre de prospective sur comment anticiper, se préparer, comprendre les menaces, la variété des menaces. Je prends un exemple, on parle beaucoup de guerre bactériologique, de circulation de virus à des fins malveillantes. Aujourd'hui, on est en capacité de générer ce type de menaces-là à travers des livraisons par drone. Il y a plein d'évolutions, il y a plein de scénarios nouveaux qui sont sur la table. Et effectivement, il faut les prendre pour s'en rendre compte. Et puis je pense qu'il faut... On est dans un moment d'histoire particulier qui, pour l'instant, se passe beaucoup à l'extérieur. Et on a, j'allais dire, heureusement, un front relativement uni au niveau européen. Mais on va être aussi dans un moment particulier pour les entreprises l'année prochaine, en 2027. Un moment politique. Et où je pense que de la même manière qu'une entreprise doit avoir une vision, une anticipation géopolitique, elle doit aussi l'avoir à l'échelle nationale. Merci à tous les deux. J'ai peut-être une dernière question pour approfondir un peu des questions de sécurité économique des entreprises. On a organisé il y a quelques semaines une rencontre au Centre des jeunes dirigeants sur ces enjeux, qui est de dire beaucoup d'entreprises en fait ont du mal à pleinement appréhender ce qui est en train de se passer. On est un peu surchargé d'infos, on a du mal à se faire un paysage global de tout ça. Et en même temps, du coup, on ne passe pas forcément assez de temps à lister les risques, leur intensité, leur probabilité, et à protéger ses propres données stratégiques. Et plus on est dans un monde IA générative, IA agentique et toutes les autres, moins c'est facile de protéger les données stratégiques de son entreprise. Parce que, bon, ça peut être des fuites de données, ça peut être des nouvelles façons d'attaquer une entreprise, etc. Qui sont des formes de la guerre en pleine accélération. Si on lit des rapports spécialisés dans le domaine cyber, on voit bien qu'il y a une explosion du nombre de cyberattaques et de leurs conséquences. Jean-Michel, est-ce que tu as, pareil, une observation, là, réactualisée, j'ai envie de dire, en avril 2026 sur ça, c'est-à-dire les enjeux de sécurité économique des entreprises françaises? Qu'est-ce qu'un dirigeant peut faire, là, dans le futur proche, j'ai envie de dire? Alors, déjà, il faut qu'il lise. Non, mais Nos livres. d'une part, mais d'autre part, je suis très sérieux en disant ça. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'il lise, pour commencer, 2-3 bouquins un peu généralistes sur la façon dont l'intelligence artificielle est en train de transformer les écosystèmes dont dépendent les entreprises. D'accord ? Parce que, en fait, les entreprises, elles se sont adaptées à la diffusion des technologies numériques, mais aujourd'hui, on est dans le monde de l'intelligence artificielle. Bientôt, on a l'arrivée de l'ordinateur quantique qui, pardonnez-moi, va tout défoncer. Et ça arrive à toute vitesse, d'accord ? Ça arrive à toute vitesse. Or, derrière, il y a un double sujet. Il y a le sujet de la cybersécurité que l'on évoquait. Il y a le sujet de où est-ce que j'héberge et comment est-ce que j'héberge les données de mon entreprise. Mais aussi, il va aussi y avoir assez rapidement des changements de paradigme extrêmement profonds avec notamment les opérateurs de cloud. Prenons un exemple concret. En 2022, au tout début de la guerre en Ukraine, Amazon Web Services a interpellé le gouvernement ukrainien en disant « Là, vous avez des problèmes, vous risquez de perdre toutes vos données, une grosse frappe russe, et vous êtes complètement foutus, vous perdez vos données administratives, fiscales, financières, vous êtes dead. Est-ce que vous ne voulez pas héberger vos données dans notre cloud ?» Et donc, depuis 2022,
l'État ukrainien est littéralement hébergé dans le cloud d'Amazon avec des backups sur des disques durs géants. OK ? Donc, littéralement, Amazon est, EST, l'État ukrainien. C'est complètement fou. Hein, on est dans autre chose, on est dans une singularité, on est dans une forme politique de la singularité que nous évoquions. Or, ce genre de choses est en train de se répandre et les entreprises vont se voir proposer, se voient déjà proposer d'ailleurs ce genre de choses. Donc derrière, ça veut dire aussi que certes, il y a les réglementations européennes, mais il y a ces nouvelles infrastructures qui se diffusent et s'imposent. Or, pour pouvoir faire des choix éclairés, il faut déjà être au courant. Merci. Blaise, peut-être un dernier commentaire sur les futurs probables ou comment faire advenir des futurs souhaitables. Est-ce que tu as un commentaire là-dessus avant que je fasse un mot de conclusion ? Oui, je vais compléter ce qu'a dit Jean-Michel et pour répondre à ta question, Hélène, moi je pense qu'il y a des... Il y a ce qu'on peut actionner comme levier, ça prend du temps et c'est compliqué, mais il y a le juridique. On a vu la semaine dernière, mais vraiment c'est un signe d'espoir, il faut se rendre compte de ce que c'est. Les réseaux sociaux sont déployés depuis 20 ans, c'est la première fois qu'il y a une décision de justice et qui rend un avis sur qui met sur la table la question de la dépendance et de l'addiction aux réseaux sociaux. Il a fallu 20 ans pour en arriver là. Il y a 3000 procédures en cours sur cette même thématique, rien qu'en Californie, et il va y en avoir plus. Donc la question juridique est importante, la question des recours collectifs, c'est la même chose sur le climat, c'est pas inutile quand certaines ONG, certaines associations obtiennent la condamnation d'État, et si ça se multiplie, ça peut avoir un impact. La question de la régulation, on se moque beaucoup de l'Europe en ce moment, qui est nulle, qui est impuissante. L'Europe, elle est, là aussi je reprends l'exemple des GAFA et des géants du numérique, si on a des réponses nationales sur ces sujets-là, on est ridicule. L'Europe, la France n'est rien pour Meta. La France n'est pas un marché pour Google. L'Europe en est un. L'Australie, ils s'en fichent. 27 millions d'habitants. Bon, ils peuvent faire 100, hein, les réseaux sociaux. 450 millions d'habitants, c'est un énorme marché. C'est un marché ultra qualifié, avec des entreprises stratégiques. Donc on peut pas... En fait, il ne faut pas croire que les réglementations qu'on dit éthiques, défensives de l'Europe, cette vision, on va dire, en réaction, elle est inutile. Elle est utile. Le RGPD, c'était utile, c'était important. C'est simplement que... Et je pense qu'on est plus honnête en allant au bout de cette logique-là qu'en essayant de faire miroiter, comme le font tous les ministres de l'économie depuis 20 ans, que le prochain GAFA sera français. Parce que ce n'est pas vrai. Il faut investir dans l'IA et on a aussi des capacités. Aujourd'hui, on a Mistral, on a d'autres entreprises, mais l'Europe, c'est seulement 10% des investissements dans l'IA au niveau mondial. C'est très peu, 10%. Donc, justice, régulation. Je pense aussi qu'il faut, on parlait d'anticipation, je pense que là, il faut absolument prendre la mesure du séisme de l'IA économique et social. Je parlais des politiques qui ne sont pas au niveau en termes de connaissances. Je suis très surpris de voir que les syndicats et le monde du travail n'ont pas non plus pris le virage de l'IA à la hauteur de ce qu'il représente. Il y a eu un peu la CFDT qui est sortie du bois au début de l'année, qui a dit qu'il faut qu'on se pose sur le sujet de l'IA, c'est préoccupant. Aujourd'hui, vous avez la plupart des licenciements massifs dans tous les secteurs sont justifiés assez largement par le déploiement de l'IA en interne. Et ce n'est pas des embauches massives de gens qui sont qualifiés en IA. C'est des licenciements qu'on justifie en disant on va faire de l'IA en interne pour remplacer ce qui est fait. Ça concerne tous les secteurs. Capgemini, Lufthansa, ABN AMRO, des banques, des compagnies aériennes. Donc la question c'est comment on prend quel contrat social on invente qui va répondre à ce déploiement-là, sachant qu'aujourd'hui la valeur est concentrée chez très peu d'acteurs. C'est exactement comme avec les GAFA pour le premier âge numérique. Là on est en train de reproduire ça avec les quelques géants de l'IA. Comment on réinvente le travail? Est-ce qu'on va arrêter de taxer les revenus du travail, mais taxer plus le capital? Et c'est pas moi qui le dis, c'est un des actionnaires principaux, Vinod Khosla, un des actionnaires principaux d'OpenAI, qui dit que ce n'est pas un modèle de société tenable que de continuer à taxer massivement les revenus du travail dans une société d'IA. Et je pense qu'au niveau, pour atterrir sur les organisations,
Je pense qu'il faut... Aujourd'hui, vous avez 50% en gros des gens en France qui n'utilisent pas du tout l'IA au travail et seulement 7% qui l'utilisent tous les jours. Et quand on dit qu'ils l'utilisent, c'est la plupart du temps ChatGPT gratuit. Donc c'est une IA, on va dire, abîmée, enfin de mauvaise qualité. Et la plupart des gens qui l'utilisent ce qu'on appelle en shadow, c'est-à-dire de manière discrète, dans le dos de leur management, sans en parler. On peut trouver ça cool parce que du coup c'est un peu des pionniers, ils évangélisent aussi leurs collègues. Il y a vraiment des bons côtés, hein. Et je pense qu'on a tous des collègues qui ont pris la main naturellement parce que leur leadership, leur management ne l'avait pas pris. Je pense que maintenant il va falloir passer à un autre stade beaucoup plus organisé parce que cet usage shadow de l'IA pose des problèmes de cybersécurité. Et donc à partir du moment où on n'est pas dans un cadre un peu safe, un peu régulé et un peu fiable, on prend d'énormes risques de fuite de données. Et le web agentique, pour finir cette longue réponse, le web agentique est un bouleversement, un séisme. Tu parlais de l'ordinateur quantique, mais alors le web agentique, ça va aussi être une bombe, et c'est déjà une bombe. On le voit dans les médias, on le voit dans le e-commerce. Vous avez un effondrement du trafic des sites, et donc toute l'économie qui a été fondée sur le trafic, l'audience, des sites web passant par les moteurs de recherche est en train de s'effondrer, puisqu'avec les outils d'IA, vous êtes dans une discussion, un dialogue permanent avec des chatbots. Vous ne passez plus par la recherche, par le clic, et donc les pages web ne sont plus des destinations. Les pages web vont devenir des modèles de référencement pour des chatbots qui vont apporter des réponses directement à une requête vocale. Donc, et on le voit, hein. Alors sur les médias, c'est 30 à 50% du trafic qui s'effondre, nous-mêmes on le constate. Sur le e-commerce, on est encore dans un moment où le e-commerce a le vent en poupe, mais dans 3 à 5 ans, c'est une révolution. Et donc vous avez déjà des marques et des sites qui sont en train de redesigner complètement leur offre en ligne pour être lue non plus par des humains, mais par des bots. Oui. Alors merci, c'est une excellente conclusion parce qu'en fait sur la question de la variété des nouveaux risques, je partage une source accessible à tous qui est sur Internet qui s'appelle le MIT AI Risk Repository, donc le répertoire des risques liés aux IA et aux différentes IA qui est mis à jour régulièrement, qui est très utile pour ne pas oublier d'envisager certains risques qui peuvent frapper son business ou sa chaîne de valeur, et également les dépendances et les impacts dont on a parlé. Donc ça a le mérite d'exister. Et de conclure en vous disant qu'on a bien compris en vous écoutant, et ça va aller mieux avec des lunettes, que donc il y a des enjeux bien sûr de robustesse et d'évolution rapide des entreprises et des business models dans ce monde en pleine guerre et reconfiguration et mutation. Que ce n'est pas totalement évident de faire germer autre chose puisque nous sommes dans une situation floue, avec un grand brouillard. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer, mais ce n'est pas totalement évident puisque les préconditions ne sont pas toutes là. Et que donc il faut lire et continuer à lire et s'informer. Sur ce point, je voulais vous partager 2 prochaines dates et événements de HLU qui sont ouverts à tous. Une prochaine rencontre regard croisé où on fera se rencontrer 2 auteurs plus spécifiquement sur les enjeux des IA d'aujourd'hui et de demain. Donc ça va être un excellent débat très pointu et précis sur les liens et les conséquences des IA dans la sphère économique. Et puis à l'automne, en novembre, on fera notre 2e édition du prix du livre HLU, où on pourra récompenser 3 auteurs et 3 ouvrages dans les catégories Le monde qui vient, Heart Leadership, dirigé avec intuition, empathie et courage, et Poil à gratter, parce que de temps en temps, c'est bien aussi de mettre des sujets qui grattent un petit peu dans le débat. Alors, merci à tous, merci à vous deux, Jean-Michel et Blaise, d'avoir partagé vos ouvrages ce matin. Merci. Merci.